Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief de la première étape du Tour de l'Algarve qui a eu lieu, contrairement au Tour d'Andalousie. Ça a été un petit peu compliqué avec les agriculteurs. En fait, ils ont eu la même chose que sur l'étoile de Bessèges. C'est un peu les mêmes problèmes, mêmes conséquences au final pour l'épreuve espagnole. Mais pour le Tour de l'Algarve, là, ça s'est extrêmement bien passé aujourd'hui, avec un parcours, une journée qui était extrêmement calme. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0 sur les plateformes de podcast, Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok, le débrief des compétitions en direct. Vous avez également les shorts. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Et puis, EPS 2.0 sur les plateformes de podcast. Journée très calme, trop calme même cette journée. Parce que c'est vrai qu'il ne s'est pas passé grand-chose pendant de nombreux kilomètres. Le final a même mis beaucoup de temps avant de s'enclencher. C'est-à-dire qu'on était à 12 km de l'arrivée, on roulait encore à 30 km/h, ça déconnait encore dans le peloton. Et puis bon, il a fallu attendre 7-8 km de l'arrivée vraiment pour qu'on commence à accélérer. Mais ce qui fait que pas mal d'équipes avaient encore pas mal d'éléments en fin de journée, malgré le fait qu'on avait un Tobias Bayer qui était encore en tête de la course à ce moment-là. L'autre fait de course, c'est cette chute qu'on a eue entre 27 et 25 km de l'arrivée, une chute due à un rétrécissement suite à un pont. Quelques kilomètres auparavant, on avait déjà eu une route pavée. Et bien, Madouas s'est fait avoir, mais surtout Van Aert, qui a passé encore une mauvaise journée et il commence à les enchaîner en ce moment, Wout Van Aert. Sinon, c'était très très calme. Dans le final, sprint vent de face. Et à ce petit jeu-là, il fallait sortir au dernier moment. Et Arnaud Démare s'est fait avoir, contrairement à Tyson, le coureur d'Intermarché, qui lui a eu le très très bon timing et s'en est très bien sorti aujourd'hui. Eh bien, je crois que voilà qu'on a fait un bon petit résumé en version express de cette étape et on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Premier coureur au top aujourd'hui, eh bien, c'est Gerben Tyson, le vainqueur du jour. Il a été plus finot que les autres, tout simplement, Tyson. C'est-à-dire que, voilà, vent de face, ça sert presque à rien d'avoir un train de qualité vent de face. Il faut garder les éléments le maximum, parce que sinon c'est compliqué. Et Tyson, il a assez peu utilisé en fait ses autres équipiers. Et puis il s'est surtout débrouillé seul, mais il s'est très bien débrouillé seul, Tyson. Et il fait un super sprint parce qu'il fait un sprint un peu en injection, c'est-à-dire qu'il passe devant à 50 mètres de l'arrivée. C'était presque trop tôt encore. Pour vous dire quand même, le vent était vraiment défavorable et vraiment fort. Parce qu'on s'aperçoit que sur les 10 derniers mètres, Vandenberg revient sur lui ou Lars Boven également. Mais c'est une belle victoire pour lancer la saison, on va dire, convenablement du côté de Tyson. Lui qui avait été au Trofeo Palma où il s'était imposé également. Ben voilà, deuxième victoire pour lui en ce début de saison, sur un deuxième sprint massif où il y avait quand même pas mal de monde, puisqu'à Palma de Mallorca il y avait aussi pas mal de monde. Il avait fait 5e à la Classica des Almeria, que je n'ai pas eu le temps de regarder, où c'est Olaf Koy qui s'était imposé devant Moschetti, Trentin, Dely. Ça fait partie des bons sprinteurs, Gerben Tyson, des sprinteurs qui ont 24-25 ans. Lui, il a mis un petit peu plus de temps, peut-être à exprimer son talent que d'autres coureurs. Mais c'est vrai que l'année dernière, il fait une belle saison, notamment en remportant le Grand Prix Jean-Pierre Montserrat, le Umloot van het Outland ou encore le Ronde van Limburg. Il est très bon sur les semi-classiques, malgré le fait qu'il ait déjà fait 2 Vuelta à son actif, mais elle ne m'avait pas énormément marqué. C'était en 2020, notamment il avait pris la 2e place d'une étape, mais à l'époque il était à la Lotto Soudal, il n'était pas chez Intermarché, qu'il a rejoint en 2022, et ça c'est devenu un des cadres très vite d'Intermarché. Et puis Intermarché, il y a quand même 2 victoires là avec Tyson, il y avait une victoire également avec Guermain, donc les résultats sont intéressants, même si c'est vrai, ils ne sont pas aussi bons que l'année dernière, mais l'année dernière, l'équipe avait surperformé véritablement, et là, je pense qu'on a un peu décalé les pics de forme pour éviter d'avoir des problèmes. Tyson qui devrait faire le Tour d'Italie, où il y aura des opportunités au niveau du sprint. Donc il faudra les saisir. Il fera également Paris-Nice et Kurn, Bruxelles-Kurn,
le 25 février, donc dans une dizaine de jours. Kuurne, Bruxelles-Kuurne, course toujours intéressante où il y a souvent un suspense entre les coureurs qui ont réussi un petit peu à s'échapper et les sprinteurs qui ont été un petit peu en difficulté dans les secteurs pavés. On suivra Kuurne-Bruxelles-Kuurne, on suivra ce week-end d'ouverture avec également le sapin le mardi et puis avec également le Het Nieuwsblad également, vous savez, les pavés, toujours des courses très spectaculaires sur la saison. Donc belle course du côté de Tyson. J'espère que ça va continuer comme ça pour le Belge. Puis surtout, j'espère qu'il arrêtera de faire des bêtises. Parce que là, il a été quand même suspendu et il n'avait pas été très très finaux l'année dernière en Chine. Et pas très finaux, c'est le moins que l'on puisse dire. J'ai envie de dire. Mais ça fait partie maintenant des très bons sprinteurs, hein, Garben Tyson, dans le classement mondial. Et c'est un sprinter qui progresse beaucoup. Il participe pas encore totalement à des il n'a pas fait de grand tour depuis quelques temps parce que je crois que chez Intermarché, oui, voilà, c'est 2022. Et 2022, en plus, ça n'avait pas été très bien pour lui. Depuis 2023, je trouve qu'il fait vraiment des choses très intéressantes. Donc j'espère cette année qu'il sera performant sur le Tour d'Italie parce que c'est une vraie opportunité pour lui d'aller choper un grand résultat et pourquoi pas une grande victoire. Parce que c'est vrai que son palmarès est composé de 9 victoires, mais pas forcément des grosses courses, à part les Tours de Pologne où il avait remporté une étape en 2022, où il y avait notamment Arnaud Démare sur ce Tour de Pologne en 2022, où il avait été plutôt très bon. Je me souviens sur cette épreuve, on me poursuit avec les coureurs au top. Alors vous allez me dire, t'as fumé la pipe, ou tu t'es bourré la gueule au panaché pour avoir ce genre de réflexion-là. Arnaud Démare. Et oui, alors pourquoi je mets Arnaud Démare? Certains diraient 5e place aujourd'hui, pas exceptionnel. Bon, c'est vrai que il est derrière Tyson, derrière Vandenberg, bon, voilà. Sauf que je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant dans sa course à Arnaud Démare, c'est que depuis le début de saison, il a du mal à se trouver avec ses équipiers. Là, il y avait du monde. Et notamment Miles Scotson. Ce qui fait, je pense, aussi la différence, c'est qu'il y avait Miles Scotson autour d'Arnaud Démare. Et on sait très bien que il a un peu forcé le recrutement de Miles Scotson. Hein. Arnaud Démare, il voulait avoir ce coureur-là. C'était super important. Miles Scotson, j'ai dit une bêtise complète. Mais il y avait des éléments importants. Maclay, Sénéchal, était dans son train. Il y a également Jente Biermans. Là, ils se sont mieux trouvés. Alors qu'il n'y a pas Miles Scotson, qui n'est pas encore là. Mais il faut savoir que dans le final, j'ai eu des soucis j'avais l'image qui sautait, je ne sais pas pourquoi. J'avais des soucis de réception à ce moment-là, donc j'ai eu beaucoup de mal à voir le dernier kilomètre. J'ai dû voir le replay du dernier kilomètre. Parce que contrairement d'habitude où là ça se passe bien, là je sais pas, l'image sautait. Et puis en plus j'avais le biathlon, donc je pouvais pas non plus revenir pendant 3 plombs parce que les deux s'enchaînaient, donc enfin les deux se chevauchaient même, donc c'était un petit peu compliqué. Donc je m'excuse, hein, j'ai dit une bêtise avec Mascotson, mais je trouve que là on s'est beaucoup mieux trouvé. Sénéchal, il a fait un bon boulot aujourd'hui, ça je l'ai vu, et surtout il y avait 3-4 éléments devant lui. Le problème d'Arnaud Démare, c'est qu'il est trop bien placé dans le dernier kilomètre. Sur un sprint traditionnel, je dirais, de Tour de France, comment ça se déroulait, c'était parfait. Sauf que pas de peau pour lui, c'était vent de face. Vent de face, à être devant, tu perds quasiment dans 90% des cas. Donc voilà, c'est dommage pour Arnaud Démare parce que il se retrouve vent de face et il se retrouve dans la merde, mais je trouve que le train s'est trouvé, commence à se trouver, et sur les premières courses c'était compliqué. Là je trouve que c'était beaucoup mieux de ce côté-là, du côté d'Arnaud Démare, et il finit bien son sprint aussi. Sur les 30-40 derniers mètres, il fait partie des coureurs qui finissent très très bien. Donc ça c'était aussi une belle satisfaction du côté d'Arnaud Démare. Donc c'est pour ça que je le mets en top. Certains diraient 5e place, le mettre en top c'est un peu stupide, mais j'ai bien aimé la manière. Voilà, la manière de faire d'Arnaud Démare, le train en place, avec également des choses bonnes aussi sur la fin de son sprint. Du côté d'Arnaud Démare, je me demande quand est-ce qu'il va courir même avec Scotson, parce que Scotson était
du côté de l'Australie en ce début de saison. Il a fait pourtant la Classica de Almeria. Mais voilà, ça s'est pas très bien passé pour Arnaud Démare sur la Classica des Almeria. Et lui, il sera sur Kurn et sur Paris-Nice, hein, Mats Consson, qui est un coureur important pour Arnaud Démare, hein, parce que c'est vrai que c'est un homme, c'est pas son poisson pilote, mais c'est un homme important dans le dispositif, notamment entre 1 km et 750 mètres. Voilà, entre 750 et 700 mètres, c'est le pré-poisson pilote Mats Consson, donc c'est pour ça que c'est un coureur qui est important. Comme Pedersen aime bien avoir Danoulle, lui il aime bien avoir Démare Scottson, comme il aimait bien à une époque avoir Michael Delage aussi, Arnaud Démare. Voilà, il y a des éléments importants à chaque fois dans le dispositif. Et donc, voilà, cinquième place, mais je dirais que c'est quand même intéressant pour Arnaud Démare. Et puis je termine avec Lars Bowen, quatrième aujourd'hui, le coureur d'Alpecin, qui était également sur le Down Under, Lars Bowen, parce que ça m'avait sur une étape marquée, et c'était à Port Elliott. C'est dommage, Lars Bowen, il saisit pas sa chance à un moment, il a hésité à aller côté balustrade. Je pense qu'il aurait pu faire quelque chose de bien côté balustrade, mais encore un nouveau sprinter. Alors là, Alpecin ne l'a pas formé, ils l'ont piqué à l'équipe de développement de Jumbo-Visma, enfin de Visma Lease a Bike, mais c'est un coureur qui est très intéressant. Je crois que c'est un coureur qui fait aussi, Lars Bowen, du cyclocross, même à un très bon niveau. Vous savez que je ne suis pas le cyclocross. Non, il n'en a pas fait. Alors, c'est un autre coureur. Parce que je pensais qu'il faisait du cyclocross. Ouais, il a arrêté en 2020 de faire du cyclocross. Mais quand il est rentré chez Visma, mais c'est un coureur que je connais assez peu pour tout vous dire. Qui a fait le Grand Prix Cerami l'année dernière. Qui est voilà, parmi les coureurs espoir encore, parce qu'il a 22 ans, mais qui a fini 4e de Paris-Roubaix espoir, 7e de l'Olympia Tour, 6e de Liège-Bastogne-Liège, par exemple, dans ses résultats à Lars Bowen. Très bon sprinter. Je pense à un coureur de classique, on le verra sur Kurn, parce que bon, quand tu fais 4e de Paris-Roubaix espoir, c'est quand même plutôt intéressant. Vainqueur également du Flanders Tomorrow Tour dans sa carrière en 2022, donc aussi une course importante pour les jeunes classic men en devenir. Et donc on verra ce que ça va donner aussi du côté de Lars Bowen sur les prochaines étapes. Le Tour de l'Algarve qui est souvent assez prisé par les coureurs de classique. C'est vrai que là, quand on regarde même la liste de départ, on a Jordi Meeus fait souvent les classiques, même s'il n'est pas forcément très bon dans ce domaine-là. Donc vous avez Lars Bowen, donc Arnaud Démare fait quand même quelques classiques, et vous avez Jente Biermans et Florian Sénéchal. Il y a Fedorov également qu'on devrait voir sur les classiques. Vous avez Valgren du côté de F aussi avec Benelli. Vous avez Stefan Kung et Madouas du côté de la Groupama. Vous avez également Pidcock, Ghana et Sheffield, surtout du côté d'Ineos. Bon, bien entendu, Tennyson du côté d'Intermarché. Vous avez Stuyven et Edward Tuns du côté de la Lidl Trek. Vous avez Katan, Neo, c'est pas trop ça, mais vous avez non, encore chez Soudal on n'est pas venu avec il y a De Genkolb par exemple du côté de DSM, il y a Van Aert bien entendu qui est venu, mais il y a pas mal de coureurs qui aiment les classiques. Marc Hirschi aussi aime les classiques, Kort Nielsen, donc voilà, c'est vrai que c'est des courses qui sont appréciées parce que bien placées dans le calendrier, c'est pas trop tôt, c'est ni trop tard non plus d'un UAE Tour où tu sais que si tu vas sur l'UAE Tour tu peux pas faire le week-end d'ouverture et il n'y a pas de choc thermique du côté de l'Algarve, tu as souvent quand même des conditions climatiques qui sont bonnes, donc c'est toujours une course assez prisée et il y a souvent des belles listes de départ. Et là, il y a une très belle liste de départ parce qu'on a quand même du Benelli, du Marc Hirschi, du Del Toro. Donc non, il y a une très très belle liste de départ. On regarde tout de suite les bonnets d'âne. Du côté des bonnets d'âne du jour, je commence avec Van Aert parce que ça commence un petit peu à s'accumuler, Van Aert, les problèmes en ce début de saison pour le coureur belge. Alors là, voilà,
il est dans la chute qui casse le peloton, je pense aux alentours de la 40e, 50e position, mais ça veut dire que du côté de Visma Lease a Bike, il n'était pas très très bien placé à ce moment-là de la course. Il perd une 40 aujourd'hui, Van Aert, donc il peut absolument pas faire le sprint. Aujourd'hui, le meilleur coureur même et le seul qui est dans le bon classement, c'est Smian Vedder, parce que Sepp Kuss également a perdu du temps, il a perdu 25 secondes aujourd'hui, et Tige Benoot également a fini avec Van Aert dans le final. C'est pas une bonne journée pour Wout Van Aert du tout. Voilà, et surtout, encore une fois, ça s'accumule. C'est-à-dire que ça commence à faire pas mal de journées en ce début de saison où ça se passe pas bien. Alors pas toujours de son fait, il crève une première fois avec un clou sur la Classica de Rennes par exemple. J'avais même dit une bêtise, on me l'a corrigé, il n'était pas en boyau, il était en pneu. Victoria maintenant fait des pneus. J'ai cru que c'était des boyaux parce que je me suis... Alors déjà, il y avait une bande sur le côté qui était plutôt claire. Et surtout, je me suis fait... Enfin, je trouvais c'était très dur au niveau... C'est surtout ça qui m'a fait penser que c'était un boyau, c'est que j'avais l'impression qu'il était très gonflé. Et que maintenant, les tubeless, ça a tendance à amortir. Là, j'avais l'impression qu'il rebondissait pas mal dans les trous de la route. Donc non, c'était un vrai pneu. Par contre, il a crevé une deuxième fois. Van Aert, il n'a pas crevé qu'une fois, il a crevé une fois à 35-40 km de l'arrivée, et il a crevé aussi à 20 bornes de l'arrivée, Wout Van Aert, donc là, ça commence à être pas de chance, plus sa saison de cyclocross qui n'a pas été exceptionnelle, plus les résultats de l'année dernière, je vous les avais rappelé que pour moi c'était la déception de l'année, une des déceptions de l'année, Van Aert, mais c'est vrai qu'il commence à accumuler, c'est pas un début de saison où tu prends de la confiance, quoi, parce que il tombe, il est impliqué il est impliqué dans une chute, j'ai pas l'impression qu'il soit tombé, Van Aert, mais il perd une 40, il peut pas du tout jouer le sprint, alors que là, il devait pas emmener Olaf Koy, il devait pas emmener Christophe, il y avait pas un duel avec Christophe Laporte, donc là, il avait vraiment l'opportunité d'aller chercher un résultat qui aurait pu le mettre en confiance ensuite. Il les accumule, les pépins, et j'ai l'impression que mentalement, ça commence à l'affecter, Van Aert. C'est-à-dire que il commence à un peu le subir, quoi. Ça serait bien que demain ça va être compliqué, mais ça serait bien que sur ce Tour de l'Algarve, il y ait un résultat positif, parce que il enquille un petit peu les résultats négatifs, les mauvaises choses, les dominations de Van Der Poel. Tu sens que maintenant, il y a un peu un syndrome d'infériorité face à Van Der Poel. Là, les problèmes de crevaison. La confiance n'est pas au top, j'ai l'impression, quand même, du côté de Van Aert. Donc ça serait bien que cette Schkumun s'arrête du côté de Van Aert. Mais j'ai toujours tendance à dire que je crois pas trop aux coïncidences. C'est-à-dire que là, il est mal placé, quand même, dans le peloton. Il est mal placé peut-être parce qu'il est en manque de confiance. C'est souvent un cercle vicieux qui commence à se mettre en place. Voilà, la crevaison, peut-être parce qu'il surgonfle. En voulant faire un petit gain marginal. Il y a plein de petits paramètres. Je pense à la deuxième crevaison, parce que la première crevaison, on voit le clou qui est dans le flanc. Bon, là, un clou, il peut pas faire grand-chose, quoi. Mais ouais, il y a une accumulation de schkoumoun, de trucs qui vont pas dans son sens à Coco, qui commence vraiment à devenir compliqué à vivre, je pense, pour Van Aert. Donc ça serait bien que le sort s'arrête de s'acharner sur le Belge. Marc Sarrault, c'est pas un bon sprint. Autant Arnaud Démare fait 5ème, j'ai dit il y a des éléments qui sont intéressants. Autant là, Marc Sarrault, il y a une opportunité à saisir en ce début d'année. Paul Penouet est blessé. Donc il faut saisir cette opportunité-là pour Marc Sarrault pour se montrer, parce que si Paul Penouet a du mal à revenir, c'est quand même une grosse blessure qu'a Paul Penouet, ça peut être intéressant pour lui, qui au départ a été recruté comme poisson pilote, mais pourrait avoir un statut supérieur. Autant sur la Classica Comunità de Valenciana, il prend une 7ème place, autant depuis, c'est quand même compliqué. Sur l'étoile de Bessèges, il finissant 2ème et toujours assez loin. Abandon sur le Tour de la région de Murcie, 39e de la Classica des Almeria, 14e seulement de cette première étape. Ça serait bien que ça embraye quand même du côté de Marc Sarrault, parce qu'il n'a qu'un contrat d'un an. C'est-à-dire qu'un contrat d'un an, s'il n'y a pas de résultat du côté de Marc Sarrault, c'est continental, voire plus bas.
pour Marc Sarrou, voire les amateurs. Donc c'est vrai que ce début de saison qui n'a pas été sensationnel pour le sprinter de 30 ans, le Vierzonais, Marc Sarrou, bah, ça serait bien de se remettre en route. Vous savez que c'est un coureur que j'apprécie parce que pour moi, chez Groupama, bah, il avait un peu la route qui était barrée par Arnaud Démare. Parce que c'est un coureur qui, bon, aller chez AG2R, qui est peut-être pas la meilleure solution à ce moment-là, mais vous savez que c'est un coureur que je trouve qui a beaucoup de talent. Marc Sarrou, en plus, mon Vierzon, c'est pas extrêmement loin de chez moi non plus. Donc forcément, je suis un petit peu plus ses résultats par chauvinisme berrichon. Et bah là, oui, c'est compliqué parce que ça se passe pas du tout correctement et il n'y a pas les résultats qui vont. Alors que là, il y a une opportunité, il y a un coup d'opportunité à faire parce que bah voilà, Paul Penouet n'est pas là. Donc le coup d'opportunité, bah, il n'arrive pas à le réaliser pour le moment. Donc on verra sur les étapes prochaines du côté de Marc Sarrou, pas demain. Mais ouais, ça serait bien que les résultats arrivent du côté du coureur vierzonais. Et puis je termine avec Sergio Higuita. Du temps de perdu pour le Colombien, ça c'est dommage aujourd'hui parce que dans ce genre de course d'une semaine, il est toujours très bon. Sergio Higuita, c'est un coureur qui est toujours dans le bon coup. Et là aujourd'hui, c'est pas une bonne journée même pour la Bora parce que Bob Jungels perd 25 secondes avec Daniel Felipe Martinez. Donc ça, c'est déjà pas sensationnel. Et puis Sergio Higuita donc, perd 56 secondes et Charman perd 3,56. Charman qui aurait pu aussi faire un résultat parce que il y a un contre-la-montre qui termine. Daniel Felipe Martinez, je rappelle qu'il a déjà remporté cette course. Donc il y avait quelque chose d'intéressant, pourquoi pas, à faire. Et là, ça s'est pas du tout goupillé correctement pour le coureur... pour le coureur colombien, un début de saison je crois où il a été un petit peu en délicatesse au championnat de Colombie. Je crois aussi que ça s'est pas bien passé pour Higuita. Championnat de Colombie qui ont été un petit peu fous en termes de résultats. Bah si, non, il finissait deuxième. Je dis une bêtise. Je les ai pas regardés, hein, championnat de Colombie. Hein. Donc, je croyais que ça s'était passé. Alors c'est peut-être, j'ai peut-être confondu avec Daniel Felipe Martinez. Je croyais que ça s'était. Ouais, bah, ça doit être Daniel Felipe Martinez. J'ai confondu avec les deux. Bah, c'est dommage alors pour Higuita parce qu'en plus donc les jambes il fait 6ème du Tour de la région de Murcie. Bon, Classica d'Almeria il n'y avait rien à jouer, mais là c'est vrai que c'est un coureur qui est toujours bon sur ses courses d'une semaine. En plus ses courses de 4-5 jours sur ce profil là, c'est un coureur qui est toujours intéressant, Sergio Higuita, qui a un peu du mal en World Tour, qui a un peu du mal sur les catégories supérieures, mais sur ces catégories-là de courses Pro Series, 2-1, c'est un coureur qui est toujours performant. Donc là, c'est dommage de passer à côté. Du côté de la Bora, et puis Daniel Felipe Martinez, Jungels aussi, qui... Ah non, ils n'ont pas perdu de temps au final. Ils ont été remis dans le bon classement, parce que depuis tout à l'heure, j'avais un 25 secondes qui traînait. Donc voilà, donc ils sont revenus dans le bon classement, parce que j'avais des écarts. Ouais, et Van Aert aussi est revenu dans le bon classement, parce qu'il était avec un décalage, et je crois que Van Aert est de nouveau dans les bons temps, parce que j'avais un décalage en termes de classement. Pourtant, j'enregistre, il est 19h52, donc ça arrivait depuis quelques minutes. Je pensais que les classements étaient fiables, mais non, Van Aert oui, est revenu dans le bon tempo, donc heureusement déjà il ne perd pas 25 secondes. Puis Sepp Kuss aussi ne perd pas 25 secondes. Mais voilà, une journée qui a été... Enfin, c'est dommage, voilà, du côté de la Bora, que Higuita... alors au final, Higuita, il perd du temps, il perd pas de temps. S'il perd peut-être pas de temps, donc peut-être que mon flop est plus flop. Non, il perd pas de temps au final, Higuita. Il a été reclassé dans la même bonne seconde. Bon, bah voilà, c'est un faux flop. Donc le flop, ça sera Charman aujourd'hui, qui perd 3,55, voilà. C'est les aléas du direct, on va dire ça comme ça. Donc c'est Charman le flop du jour, au final, parce que 3,55 c'est dommage. Lui aussi, coureur qui est bon sur les courses d'une semaine avec contre-la-montre. Donc ça aurait pu être un bon résultat, mais c'est vrai que Charman, ça fait depuis quelques temps que c'est dur. Enfin, le 2023-2022, c'est pas dingue en termes de résultats. Dernière année de contrat avec la Bora, moi je pense que ça serait peut-être bien qu'il quitte la Bora, Charman. Parce qu'il aura... il a 30 ans, mais il aura 31 l'année prochaine. C'est un âge où tu peux peut-être te relancer. Il y a des équipes qui pourraient convenir, pourquoi pas des équipes françaises avec Charman. Hein. Une Cofidis pourrait être intéressée par ce profil-là. Hein.
Si Bernard Mann ne fait pas une grande année, pourquoi pas Sherman? Ça pourrait être un coureur intéressant. C'est un coureur qui doit se relancer pour moi dans une autre formation parce que chez Bora, encore plus avec les arrivées de Roglic et autres, il n'y a plus vraiment d'opportunité, je pense, pour lui. Bon, on regarde tout de suite l'étape de demain. On regarde tout de suite le parcours de l'étape de demain sur ce tour de l'Algarve. On part de Lagoa pour rejoindre l'Alto da Foia, 172 km à travers le Portugal, d'une étape qui va être quand même très vallonnée et très difficile sur la fin, avec notamment 3 bosses qui vont s'enchaîner. Le début de course, donc on part de Lagoa, petit départ on va dire tranquille, pendant 70 km, avant une bosse de 1,7 km à 7,8 de moyenne, qui n'est pas au classement de la montagne. Juste après, on aura l'Alto de Choca, 1,8 km à 6,2 de moyenne, c'est au kilomètre 78, c'est-à-dire à un peu moins de 100 km de l'arrivée, l'Alto des Choca. Des petits murs comme on en a beaucoup en Espagne et au Portugal, une sorte de petit repecho, cet Alto des Choca. Ça enchaîne juste derrière avec pas mal de petites difficultés. On aura notamment une montée là, de 5 km à 4,9 de moyenne, mais même derrière c'est mal plat on va dire. Ça redescend pas avant de rejoindre Drobra qui sera le dernier moment de repos, les 40 derniers kilomètres étant plutôt en montée, avec notamment le début, cette Alferce, 3 km à 7,1% de moyenne, pardon, je vais réussir à pas bégayer, côte de 3e catégorie au kilomètre 146, ce Alferce. Je prononce un peu à l'italienne là, je ne sais pas si on prononce comme ça au portugais, donc vous voyez encore les 500 premiers mètres à 10,2%, ensuite c'est 6 pendant 1 km, puis 8,4, 5, donc vous voyez il y a 2 portions vraiment compliquées, mais c'est déjà voilà, une mise en bouge sévère avant le sprint, non pas encore le sprint intermédiaire, on aura ensuite une deuxième côte de 2e catégorie, mais en fait qui est assez proche de la côte de 3e catégorie, qui est la montée de la Pomba, peut-être la montée la plus dure de la journée, cette montée de la Pomba, avec notamment un premier kilomètre à 9,5 de moyenne, un deuxième kilomètre à 8,4, et puis surtout les 800 derniers mètres, on va dépasser les 10%, donc avec vraiment un vrai radar. On est encore en début de saison, on n'est pas encore habitué à ces intensités-là, il y a encore des coureurs qui reprennent sur cette course, donc ça peut faire très mal avant le sprint intermédiaire à Monchique, qui sera le pied quasiment de la montée finale de l'Alto des Foia, 7,5 km à 5,9 de moyenne, 888 mètres d'altitude au sommet de cet Alto des Foia, avec notamment un passage à 7,5 de moyenne, mais c'est surtout la longueur de cette côte qui peut faire mal aux coureurs. Parce qu'on est sur du entre 5 et 7% de pente moyenne par kilomètre, mais ce qui est dur c'est de 7 km 5, on n'en a pas fait tant que ça depuis le début de saison, donc c'est l'une des côtes les plus dures pour le moment, et ça va peut-être faire mal à certains coureurs. On verra ça demain. J'ai pas eu le temps de regarder les conditions climatiques pour tout vous dire, parce qu'avec le biathlon j'enchaîne un petit peu tout tardivement au niveau des vidéos, mais on verra tout ça demain en direct. Ça sera encore vers 16h, parce qu'il y aura le tour d'Andalousie auparavant, qui sera diffusé également, et puis il y aura le biathlon juste après, donc il y aura, voilà, je vais enchaîner pas mal de vidéos dans la journée encore. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao ciao.